bonsoir, bienvenue sur la libre antenne, comme tous les soirs, et ce soir à l'heure, hein, Paris perdu encore, mais voilà, on est avec Raphaël Berland du Cercle des Volontaires. Ça va, Raphaël? Bien, et vous-même? Bah ça va bien. Écoute, bienvenue à Méta TV, on est content voilà, de t'accueillir. C'est une spéciale média indépendant. Les médias indépendants, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Toi, ça fait longtemps quand même que tu fais ça, que vous avez quand même un nom maintenant, Cercle des Volontaires, dans le milieu des médias indépendants. Vous êtes une des équipes les plus productives, en tout cas, voilà, qui a marqué avec des vidéos. On a eu cette chance parce que ça fait pas si longtemps que ça. On existe par rapport à d'autres médias alternatifs. Ça fait 2 ans et demi qu'on existe. On a commencé fin 2011. Donc voilà, on a, c'est ça, 2 bonnes années d'existence. Ouais, 2 bonnes années. Et bien productif, quoi. On a commencé à 3 et c'est vrai qu'aujourd'hui on est très nombreux dans l'équipe. D'ailleurs, je salue tout le monde, je ne pourrais pas tous les nommer, mais je salue les anciens, Jennifer, Cyril, Anas et tous les autres. Voilà, donc c'est du bénévolat, on fait tout ça en plus de notre activité principale. Et donc voilà, c'est un engagement pour la réinformation, parce qu'on considère que les médias traditionnels ne font pas leur taf, si tant est qu'ils l'aient déjà fait un jour. Ouais, c'est ça. Parce que moi je pense que c'est une espèce de comment dire, de taf où vous allez sur le terrain déjà, parce que les autres, les médias, ils vont plus trop sur le terrain, proprement dit. C'est le terrain, je veux dire, aller au contact du peuple, quoi. Voilà, ou alors des fois ils sont mal reçus d'ailleurs, puisqu'il y a des montages frauduleux, il y a une sorte de mépris du peuple de la part de certains journalistes, en particulier certaines chaînes comme Canal+, en tout cas, qui sous couvert d'être de gauche se permettent de mépriser des manifestants de droite, en faisant de l'amalgame et voilà. Ça, tu fais allusion à la jour de colère, où ils disaient... Tout à fait, jour de colère, même avant, avec la manif pour tous. Avec la manif pour tous, c'était un peu pareil, exactement. Qu'on soit d'accord après avec les opinions de chacun ou pas, mais en tant que journaliste, quand on tend le micro, on se doit de le faire avec un certain respect, même si on est en désaccord avec les idées de la personne en face. Parce que toi, en plus, tu as fait l'interview il n'y a pas longtemps avec Ariel Wiesman. On a eu quand même le loisir de voir Canal+ dans ses œuvres quand même. C'est-à-dire, on a bien, heureusement que voilà, tu as la contre-interview pour montrer qu'il y a eu un débat, que c'est parce que là on prend une phrase comme ça, de 20 secondes, on la sort de son contexte, et évidemment ça n'a plus de sens, quoi. Oui, c'est vrai que c'était une sorte de traquenard entre guillemets, quoi. Voilà, donc c'est vrai, une interview de 50 minutes, extraire 1 minute 30 comme ça montée, et alors que pendant toutes les questions, je parlais plutôt de sionisme, j'ai jamais parlé des juifs en particulier, et à un moment il me pose la question sur les juifs. Et qu'est-ce qu'ils ont les juifs pour attirer votre attention? Et c'est vrai que là je trébuche un petit peu, plutôt que de répondre ce que j'aurais répondu en temps normal, j'ai répondu naïvement, pourquoi ils étaient peut-être plus visibles que d'autres. Mais voilà, en aucun cas je considère que ce soit un problème en soi. C'est bien sûr le sionisme qui est un problème d'ailleurs, et parmi les sionistes, il y a des gens qui ne sont pas juifs. Ouais, bien sûr, c'est ça. Et il y a beaucoup de sionistes, il y a beaucoup de juifs également qui ne sont pas sionistes, qui sont très embêtés de ce que font le CRIF et la LICRA, qui disent parler en leur nom. Oui. Alors que, voilà, c'est parce qu'il y a certains qui se prétendent représenter en fait l'ensemble de la communauté juive, et finalement ils font beaucoup de tort aussi à cette communauté, mais on ne veut pas l'admettre presque. Voilà, d'un certain point de vue, certains considèrent effectivement à trop vouloir protéger cette communauté. Voilà, donc on en vient à avoir un 2 poids 2 mesures dans la République, ce que l'affaire Dieudonné a peut-être encore montré très clairement récemment, quoi. D'ailleurs, j'étais interviewé par rapport à ça aussi. Ouais, par rapport à ça. Un jour de colère. Au départ, c'est ce qui m'a été annoncé par mail. Ouais. Et puis finalement, ça a été pas mal sur la quenelle. Ouais. Donc nous, on était censé soutenir la quenelle. D'ailleurs, au passage, on ne s'est jamais vraiment beaucoup exprimé là-dessus, mais c'est vrai qu'on a publié des tribunes qui pondéraient les points de vue médiatiques qui étaient... bien sûr. Qui était un climat très délétère au niveau des politiques, aussi bien que des médias mainstream. Donc voilà, on publiait des tribunes pondérées par rapport à toute cette histoire. Et donc du coup, Ariel Wiesman fait allusion aux quenelles stéphanoises, puisqu'il y a un volontaire de Saint-Étienne qui a filmé donc, des jeunes qui sont donnés rendez-vous sur Facebook, en vrai, donc sur la place de Saint-Étienne, pour faire une quenelle, en soutien à Dieudonné pendant toute cette histoire. Et donc, ils ont été interviewés pendant 5 minutes, et leur discours politique était très intéressant, c'est-à-dire c'était quelque chose de très construit, c'était pas mort aux juifs, rien à voir. Voilà. Et c'était quelque chose de bien plus subtil, bien plus intéressant,
et un discours assez irréfutable dans les faits et logique dans l'analyse, quoi. Et selon Wiesmann, donc ça faisait de toi un pro-quenelle, Voilà. Et je lui demande est-ce que vous avez vu l'interview alors de ces jeunes Stéphanois, et il me répond non. C'est énorme. Voilà, donc j'ai dit voilà, vous n'avez même plus le temps de faire honorablement votre métier, quoi. C'est énorme, ça me fait penser comme dans le débat, je sais pas si tu avais vu avec Plantu et Finkielkraut sur iTélé, où il lui dit mais vous avez été voir le spectacle et puis il n'y en a aucun des deux qui a été ni journaliste ni Finkielkraut forcément. Et il les démonte un peu là-dessus quoi, d'entrée en disant mais attendez, vous l'avez même pas vu quoi, ça va vous parler d'un truc, vous savez même pas de quoi vous parlez quoi. Et Wiesmann ça fait penser un peu à ça quoi, ils étaient venus chercher un peu j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire dire regardez, même les mecs cool c'est des antisémites en fait, même les. Tu vois, ne cherchez pas, c'est tous des antisémites. Même ceux que vous croyez qui sont sympas, en fait, non, ils sont pas sympas. Alors que bon, voilà, on se connaît un petit peu, même si vous voyez en début d'émission, mais en fait je peux te tutoyer, 1, 2, 3, je te tutoie, ça sera plus simple. Donc pour revenir à cette histoire, c'est vrai que bon, le pire dans toute cette histoire, c'est qu'Ariel Wiesmann et ses confrères souvent sont convaincus de bien faire. Ah ouais. C'est ça. Et alors on nous a reproché, on m'a reproché d'avoir accepté cette interview d'Ariel Wiesmann. Voilà, certaines personnes, certains internautes, et même certains au sein du cercle des volontaires. Qui n'étaient pas d'accord avec donc voilà, ça nous a posé quelques questions, bien sûr. Moi, je pars du principe qu'il faut donner sa chance à tout le monde et qu'après, c'est bien de se faire sa propre expérience. C'est-à-dire que Ariel Wiesmann, moi, je le connaissais pas plus que ça. Je connaissais comme comique. C'est un journaliste du Canal+, quoi. Oui, mais pour moi, il est plus acteur, comique DJ que journaliste. Parce c'est que vrai. Quand il croit citer Mediapart et qu'en fait, il cite un article d'Idney Media qui a été recopié par un internaute sur un blog Mediapart, et il croit citer Mediapart dans la voix off, pour nous calomnier, pour dire qu'on est aux confins de l'extrême gauche et de l'extrême droite, etc. Et qu'en fait, donc à la base, c'est donc un article paru sur Indie Media, un article anonyme. Un article calomnieux, comme Indie Media secret. Avec appel à la violence dedans, puisqu'il est dit, si vous les croisez en manif, sortez-les par tous les moyens, y compris, sous-entendu, y compris par les moyens violents. Et que, en plus, cette prophétie s'est réalisée à titre personnel. Moi, j'ai porté plainte le 1er mai, je me suis fait agresser par des antifas au rassemblement à la mémoire de Brahim Bouharam. Bon voilà, je me suis pas fait tabasser, mais j'ai eu quand même plusieurs jours d'ITT. Et donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que ces propos ne sont pas neutres. Voilà, nous, on est un groupe non violent, je le rappelle, on est des journalistes, on essaie de donner la parole à tout le monde, même des esprits. On a déjà interviewé des sionistes, etc., même si on n'est pas d'accord avec eux, on essaie d'établir un dialogue, puisqu'on est contre le communautarisme, on a peur que la société, d'une certaine manière, la société française explose. Et que les tensions s'accroissent de plus en plus. Donc on essaye d'établir un dialogue qui semble impossible parfois. Mais c'est ça qui, moi je trouve incroyable, parce que voilà, un média indépendant, t'es prêt tu vas interviewer, on te reproche d'interviewer des antisionistes, mais t'es prêt à donner la parole aux sionistes aussi, à aller les interviewer. Mais eux refusent, ils ne veulent pas le débat. Je le souligne d'ailleurs au risque de se faire taper, puisque quand on a été interviewé en Israël, on s'est fait taper par la LDJ. La LDJ qui fait en plus des traquenards, parce qu'en plus ils sont pas corrects. Quoi. Ils nous ont pas, moi ils m'ont pas tabassé, mais c'est pas pour minimiser ce qu'ils ont fait, parce qu'à d'autres ils ont fait des choses plus graves. Bien sûr. Mais oui, mais en plus les méthodes sont pas, c'est quand même bas, quoi. À chaque fois, ils nous convoquaient. Moi, j'avais vu. Excuse-moi de te couper, on n'était pas venus les provoquer, on était venus tendre le micro. Tendre le micro, voilà, exactement. C'est-à-dire que vous êtes prêts à leur tendre le micro, finalement. C'est à eux de. Si on leur tend le micro, ils ont leurs arguments. S'ils disent accepter le débat, ils parlent, ils exposent leurs arguments et chacun s'expose. Mais ils refusent cette étape-là, même les antifas, c'est un peu. C'est pareil. C'est que ce truc des antifas, qu'on ne peut pas parler avec les antifas, C'est-à-dire qu'après, c'est la logique de vous êtes avec nous, vous êtes contre nous. Voilà. Et il y a pire que ça, parce que après, c'est la logique de contamination. C'est-à-dire, vous avez serré la main à un tel, vous avez interviewé avec un tel, vous avez affiché avec un tel, donc vous avez mis un lien sur votre site, comme c'est arrivé à Étienne Chouard, vers un tel, donc ça veut dire que vous êtes comme lui. C'est la logique de contamination. Et on peut aller loin, parce qu'à ce moment-là, puisque par extension, Étienne Chouard serait un fasciste. Donc un tel qui a des liens avec Étienne Chouard, lui-même, on pourrait le soupçonner également d'être un fasciste. C'est sans fin. Et c'est une logique qui ne tient pas en fait. C'est complètement dingue, cette logique française, quoi, parce que ils ont réactivé donc ce mode antifa qui s'attaque, on voit bien, aux médias indépendants.
parce que tous les antifas s'attaquent aux médias indépendants. C'est quand même extraordinaire. On ne les voit pas attaquer les équipes de BFM et d'ITélé. On les voit attaquer le cercle des volontaires, Info Libre, etc. Enfin, c'est quand même c'est incroyable cette histoire. Donc, alors, ce qu'il faut préciser, c'est quand même que beaucoup de gens de gauche ne cautionnent pas ce que font les antifas violents, que beaucoup de juifs ne cautionnent pas ce que font les sionistes violents, etc. Il faut préciser tout ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'est vrai que... Il faut comprendre ces mécanismes, parce qu'à un moment donné, comment ça fonctionne, ces gens-là, on voit bien qu'il y a quand même une protection d'État, on ne va pas se mentir. Ils ont des protections. Pourquoi ils agissent en toute impunité comme ça, aux yeux de tous? Ils n'agissent pas dans l'ombre cachée, ils agissent aux yeux de tous, dans des manifs, dans des endroits en plein Paris, etc. On peut identifier tout le monde. C'est ça qui est bien. Ce qui est bien, c'est qu'on désarme des milices d'extrême droite. Voilà, je ne vais pas en nommer. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on fasse le même traitement pour l'extrême gauche et puis pour l'extrême droite sioniste. Voilà, donc que tous les groupes violents soient traités de la même manière. De la même manière. Je veux dire, nous, bientôt on recevra certainement la Kenny Seba, on parlera avec lui de cette époque de la tribu Calme. Lui, voilà, quand il y a eu Sarkozy sur le dos, je veux dire, la tribu Calme, ils l'ont dissoute en 24 heures. Enfin, tu vois, ils les ont eu sur le... Quand ils veulent vraiment mettre la pression, ils la mettent. Donc, qu'ils nous disent, quoi, on n'a pas connaissance, existence de ces faits, c'est que, c'est à un moment donné, non, on protège, quoi. C'est ça qui est... C'est inquiétant, quoi. Je trouve ça très inquiétant, quoi. Pour citer un autre média libre et indépendant, donc il y a l'agence Info Libre. Qui a publié récemment une vidéo, justement, c'était une manif pro IVG, où il se fait stopper donc, par des antifas. Donc c'est ce qu'on comprend, hein, les images sont un peu confuses, mais c'est quand même ce qu'on comprend globalement, puis il y a des témoins qui ont confirmé la scène. Et donc 2 policiers en civil qui les auraient exfiltrés donc, de ce mauvais pas, qui auraient exfiltré le journaliste de l'agence Info Libre. Donc dans la vidéo, ils ont masqué un petit peu les identités des 2 flics en civil pour protéger leur identité et leurs sources. Mais donc c'est assez inquiétant puisque donc, ce que disent les policiers, c'est en gros, c'est on a leur identité, mais on a interdiction de les fouiller, de les arrêter. De les arrêter, ouais. Donc voilà, ça confirme un peu quand même les thèses de Soral qui disait ça depuis longtemps, les liens entre l'État et comment dire, et ces groupes, ces espèces de milices armées. Hein. Moi, ça fait longtemps que je décrypte aussi ces phénomènes parce que je vois qu'ils s'attaquaient systématiquement aux gens de la dissidence. Ils avaient un espèce de rapport, tu sais, pour empêcher la rue de s'exprimer. Parce que finalement, ils ont les grands médias, ils ont, on peut dire, ils peuvent contrôler quand même Internet d'une certaine façon. Il y a un truc qu'ils ne peuvent pas contrôler, c'est voilà, c'est un mec comme toi, un mec comme moi qui va sur le terrain avec sa caméra qui interroge quelqu'un. Ça, on ne pourra pas on ne pouvait pas l'empêcher en théorie, quoi. Et alors, ils ont réactivé ces mecs-là. Et ces mecs-là viennent donc faire chier les médias, faire chier les mecs qui font des conférences comme ça, on empêche la dissidence de venir prendre le terrain, voilà. Les mecs comme, on voit bien Bricmont, Michel Collomb, certaines conférences de Michel Collomb, traité de fasciste, Michel Collomb. C'est du délire. Et en plus, ça empoisonne le truc, parce que finalement, un mec voilà, comme Michel Collomb, qui va avoir plein de problèmes à chaque fois il va faire des conférences, du coup, même partout où il va aller maintenant, le problème va se poser, quoi. Ah ouais, la sécurité, le machin, le truc. C'est-à-dire qu'ils empoisonnent complètement, tu vois, la vie de ces gens-là pour les empêcher de pouvoir s'exprimer, tout simplement. Parce que finalement, il fait quoi? Michel Collomb, il fait une conférence, il s'exprime. Voilà, après, on achète ses bouquins ou pas, on est libre, enfin, voilà, c'est... Bon, alors le problème est d'autant plus préoccupant à Paris, mais en règle générale, des fois, c'est pas partout pareil. Ouais. Des endroits, ils peuvent faire leurs conférences, mais c'est vrai que c'est troublant. Des conférences complètement pacifistes, qui sont perturbées par des gens qui se disent d'extrême gauche, donc a priori, qui devraient être pour un minimum de règles de vie démocratique, quoi. Je sais pas, par exemple, voilà, on s'est acharné contre Chouard. C'est quand même contre Étienne Chouard, en le traitant de fasciste, Étienne Chouard. Parce qu'il venait essayer d'expliquer la démocratie aux indignés, et vraiment ce qu'il fallait faire quelque part. C'est lui qui a été naïf, c'est Étienne Chouard. C'est son point de vue, en plus à chaque fois il l'explique comme étant son point de vue, il cherche pas à convaincre les gens, exactement. Il n'a pas de parti politique, il le revendique même, il est là pour expliquer aux gens de se prendre en main. Mais en aucun cas en plus, voilà, pour qui connaît en plus Étienne Chouard, enfin pour l'avoir rencontré, je veux dire, il a des années-lumière du national-socialisme. Alors s'ils étaient tous comme lui, je vous dis, c'est pas ce qu'on nous a dit. Hein. Alors pour pondérer ce qu'on vient de dire, je dirais quand même que bon, il y a de plus en plus de gens, ne serait-ce qu'avec un iPhone, qui peuvent filmer. Donc on a même Aziza qui essaie de menacer quelqu'un, enfin pas de menacer, mais des gestes obscènes. Une parole assez macabre sur quelqu'un, pas très gentille.
Voilà, donc il est filmé juste après, et on voit toute la scène. Donc maintenant, c'est très dur dans l'espace public, maintenant, avec tout ce qu'il y a de téléphones portables, etc. Donc les gens peuvent poster sur Internet très facilement. Ouais. Et donc tout le monde, chaque citoyen, enfin c'est pas tout le monde qui a un iPhone bien sûr, mais beaucoup de gens en tout cas peuvent devenir des citoyens journalistes comme ça du jour au lendemain, juste parce qu'ils sont présents et qu'ils ont le réflexe d'allumer leur portable. C'est marrant, alors il y a plein de réactions. Et on nous dit, c'est pas Indie Media, c'est Indic Media. Alors autre chose que je voulais dire aussi, c'est... Ils sont forts, ils ont des petites querelles de temps en temps. Autre chose que je voulais dire, c'est que, bien sûr, il y a eu quelques petits effets de violence, même certains très graves, hein, parce que ça a été jusqu'à une pose de petites bombes sous une voiture, des choses comme ça. Pas pour tuer, mais pour impressionner, c'est quand même impressionnant. Et donc, mais dans l'ensemble, on est beaucoup plus nombreux qu'eux, donc plus les médias se multiplient, et comme c'est le cas actuellement, et moins ils peuvent faire... Ça va être plus compliqué parce qu'ils vont avoir... parce que là, s'en prendre aux médias indépendants comme ils le font, c'est la meilleure façon. Il faut comprendre le signal. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'invite là les gens qui nous regardent. Je sais qu'il y en a du front de gauche, etc., qui sont un peu plus proches, on va dire, de ces milieux antifa. Posez-vous la question quand même, pourquoi on s'attaque à des médias indépendants et on laisse tranquille toutes les chiens de propagande du pouvoir. C'est quand même extraordinaire. Alors en plus, on a vu une manifestation d'Antifa, tu as vu à Rennes, où ils saccagent les librairies, il y a une violence inouïe dans cette manifestation. Alors c'est là où je voudrais dire aussi, il y a Antifa et Antifa. Il y a des Antifa comme ça qui font des violences, d'ailleurs on peut se demander à quel point ils ne sont pas infiltrés aussi par... Au passage, voilà. Parce que... Et puis il y a les vrais Antifa qui... Il y a les anti-historiques qui à la base luttaient contre les ratonnades, et puis il y a les antifas, on va dire modernes, qui sont pas des violents comme ceux qu'on a vu à Rennes, mais qui sont des punks à chiens et qui ne vont pas forcément faire de mal à une mouche. Voilà, oui. Il y a tout type d'antifas, puis il y a des antifas beaucoup plus intellectuels, qui pareil ne sont pas du tout dans la violence. Parce que moi, ce que j'ai vu, parce que j'ai vu dans cette manifestation, alors, la première chose qui m'a choqué évidemment, c'est de voir ces fameux drapeaux antifa partout. Aucun drapeau français évidemment, c'est proscrit. Alors ça aussi, c'est quand même révélateur. Et ça peut s'expliquer aussi par une certaine histoire de la gauche internationale aussi. La gauche internationale, ne voit pas forcément d'un bon oeil toutes les notions, tous les symboles nationalistes. Ouais, mais la gauche historiquement, par exemple, le Parti communiste, c'est un parti nationaliste, historiquement. Oui. Je veux dire, les racines profondes. Alors après, on en a parlé en plus beaucoup ici avec Benajam, lui c'est un ancien communiste, alors on adore parler de cette époque-là, et c'est vrai que le Parti communiste, jusqu'à Georges Marchais, c'est un parti nationaliste. Après, Georges Marchais, c'est terminé. Hein. Ils ont foutu l'autre, Marie-Georges Buffet, Robert Rue, tout ça. Eux, c'était des mondialistes finis. Enfin, le Parti communiste, il était mort. Mais c'était quand même des fervents nationalistes, quoi, les communistes. Et là, aujourd'hui, l'extrême gauche, elle est anti-nationaliste, mais au possible, quoi. C'est-à-dire, ils ont l'allergie d'un drapeau français. C'est extraordinaire, quoi. C'est vrai. Mais... après, quelque part, c'est leur problème. Ce qui est vraiment gravissime, c'est surtout qu'ils en viennent à faire des violences. C'est la violence. Oui, mais c'est ça, parce que ça engendre la violence. Parce qu'eux n'acceptent pas non plus que les autres portent leur drapeau français. C'est-à-dire, moi, je suis prêt à parier, c'est ça le truc, que eux, avec leur drapeau antifasciste, peuvent venir dans une manifestation où les gens ont des drapeaux français. Mais eux, avec leur drapeau français, ne peuvent pas aller dans une manifestation antifasciste. De toute façon, après, quand les gens viennent à des violences, même contre, on va dire, des biens publics, on peut prendre plusieurs cas. Mais bon, il y a eu les émeutes de banlieue, c'est un cas de figure. Ouais. Il y a eu les bonnets rouges. Là, c'était très précis, c'était dans un but très précis. Et quelque part, le but précis a été atteint. Ouais. Donc, moi, je suis pas pour la violence, mais Nelson Mandela disait, la violence, c'est le dernier moyen à utiliser quand on a exclu tous les autres. Il ne faut pas l'utiliser. À un moment, si tu as faim et tu vas mourir de faim, tu vas voler une pomme. Voilà, et personne ne va pouvoir te juger pour ça. C'est aussi ça. Donc, je dis pas que, que les bonnets rouges étaient tous en train de crever de faim, mais on sait très bien qu'il y a une grande misère qui est grandissante en France, et qu'il y a plein de gens qui veulent travailler et qui y arrivent de moins en moins. Et il y a une frustration qui naît de ça, et effectivement, il y a une colère sociale qui monte, qui s'exprime de différentes manières. Alors il y a pas mal de réactions. Alors il y a Raph54 qui dit « C'est un grand bonheur pour moi de voir Raphaël Berland du Cercle des Volontaires à l'antenne. J'ai connu ce média grâce à l'interview de Manuel Valls. »
Alors, c'est pas nous qui l'avons fait, cette interview de Manuel Valls, ça me permet de citer un peu d'autres médias, parce qu'on est nombreux. C'est We Are Change Paris. Donc voilà, je les salue au passage parce que voilà, ils ont fait un travail bien avant nous. Justement d'aller au contact un petit peu des gens qui sont au pouvoir ou qui sont proches du pouvoir. C'est énorme en plus. Voilà, on voit que c'est interview, en gros parce que le journaliste de We Are Change Paris remet en cause le caractère, le fait que tous les élites soient mondialistes au sein de tous ces organismes comme le Siècle, Bilderberg, etc. Donc il dit mais quand même vous êtes tous mondialistes, c'est quand même ça peut poser problème quoi. Et Manuel Valls s'énerve derrière, entre guillemets, quoi. Et il lui répond mondialiste, le complot judéo-maçonnique. Mais c'est des gens comme vous qui niez le 11 septembre. Puis vous niez la Shoah, les chambres à gaz. Négationniste. Donc l'entretien est terminé. C'est surréaliste, quoi. C'est hallucinant, non mais. J'avais fait une retranscription de l'interview sur le site du Cercle des Volontaires, mais j'avais ressorti l'interview, effectivement, mais voilà, c'était We Are Change Paris. J'en profite pour citer, parce que sinon je vais oublier, voilà, j'ai ma petite liste, plein de gens qui font un boulot vraiment, que ce soit des interviews, des documentaires, des reportages, même des articles, ou même qui sont des journaux papier, Club 36 qui fait d'excellents documentaires. Voilà, Indépendance à Web TV, donc un gars dans son coin qui fait des bonnes vidéos régulièrement, qui est assez productif. L'agence Info Libre, Captain Anderson et puis les autres qui l'ont rejoint, qui ont fait grandir le truc, aujourd'hui qui dépasse l'AFP en nombre d'abonnés sur leur chaîne YouTube, donc c'est pas rien. Et voilà, donc il y a également l'Audible, un journal papier, donc Solène, qui devait venir ce soir, qui ne sera pas avec nous. On la salue sur l'écran. Voilà, il y a le 4e Singe qui est un nouveau site internet qui s'est monté il y a quelques mois et qui est vraiment très productif et des jeunes vraiment super sympas. Voilà, plein de Metati, bien sûr, le Cercle des Volontaires. Poil à gratter qui est un journal emmené par Sylvain Baron. Sylvain Baron, il était venu ici en plus, Sylvain Baron. Voilà, Projet entre les lignes de Nice, Souveraineté du peuple avec Jay le peuple qui lutte contre les réseaux pédocriminels, Pédopolis, le site qui était plus en ligne, je sais plus. Voilà, il y en a plein qu'on pourrait citer, We Are Change Paris, on l'a déjà cité. Thinkerview, c'est un nouveau site. Ça fait plusieurs mois qu'ils sont là. Une chaîne, mais très intéressante. Très très belles interviews. Peter Dale Scott, ils ont fait plusieurs débats super intéressants. Dont le dernier avec Jérémy Zimmerman, La Quadrature du Net. Du net, excellent. Voilà, il y a plein de gens qu'on pourrait citer, Reopen 9/11, qui sont là, qui font un bon boulot depuis longtemps. Panamza aussi, Hicham Hamza, qui sort des très bonnes vidéos régulièrement. Et plein d'autres. Alors il y a vraiment pas mal de soutien. Bonsoir à tous. Avez-vous eu sur l'air que parmi les 2 pompiers suisses punis à cause de la quenelle, il y avait un juif? J'avais pas vu cette histoire. Il y a deux pompiers suisses. C'est vrai qu'ils font la recherche. Voilà, on nous dit Jacques Sapir, accusé d'être d'extrême droite par Moscovici. Voilà, les gens, c'est vrai qu'on est parti en France quand même dans une espèce d'hystérie avec cette histoire du quenelle. Mais les gens aiment bien de toute façon classer. Il faut que vous soyez de gauche, de droite. Non mais là ça va. S'ils n'arrivent pas à dire, alors ça va être d'extrême gauche ou d'extrême droite, ou alors rouge-brun. C'est-à-dire, alors là vous avez droit à tout, là, c'est la totale, c'est l'option d'Amsterdam numéro 1. Non mais alors, j'adore cette expression rouge-brun, parce que j'ai vu que ils vous essaient de vous taxer de rouge-brun en disant c'est les mecs de gauche, mais non, ne vous trompez pas, on croit que c'est de gauche, mais c'est de l'extrême droite cachée sur de la gauche. Ils n'arrivent pas à comprendre que déjà le Cercle des Volontaires, en fait, nous on est ni de gauche ni de droite, on est au-delà des clivages. C'est-à-dire qu'en notre sein, il y a des gens qui historiquement viennent plutôt de la gauche, d'autres qui viennent historiquement plutôt de la droite, et ils ne se haïssent pas. Voilà. Oui, parce qu'ils sont restés en plus ce clivage droite-gauche. Mais il n'a plus de sens aujourd'hui, en 2014, en France. Vu la situation d'aujourd'hui, droite-gauche, ça ne veut plus rien dire du tout. C'est une aberration. Oui. Alors c'est une aberration non seulement parce que le PS n'est plus un parti socialiste, mais c'est aussi une aberration puisque la politique sociale, une politique de gauche ou de droite ne pourrait pas être décidée en France puisque les manettes sont à Bruxelles. Donc ça n'a plus aucun sens d'être de droite ou de gauche. Tout à fait. Ça, de toute façon, il y en a plein qui l'ont compris. Alors sur Agoravox, on est régulièrement accusé par certaines personnes d'être un média pro-UPR ou d'être soi-disant une officine de l'UPR.
Pas du tout. Alors pour être très honnête, moi j'ai eu ma carte pendant un an à l'UPR, moi je ne m'en cache pas. Puis j'ai décidé de ne pas la renouveler parce que je trouvais que ça rentrait en contradiction avec mon engagement politique indépendant. Et puis nous on n'essaie pas du tout de donner particulièrement la parole à François Asselineau. C'est vrai qu'il est disponible, on l'a interviewé plusieurs fois, peut-être plus que d'autres. Mais on essaie surtout de donner la parole et de relayer des informations qui viennent du POI, du MPEP, de l'UPR. On n'essaie pas spécialement l'UPR. C'est vrai qu'on essaie de mettre en lumière des petits partis. Et notamment des petits partis qui sont eurocritiques. Et il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Il est assez seul sur le trait. Par exemple, on vient de pondre une première version de notre charte on n'a pas encore diffusée, mais voilà, elle est déjà sur notre site, c'est pour ceux qui veulent aller la voir. C'est la version 0.9, on va dire, avec quelques petites choses à changer. Et notamment, donc, c'est expliqué que nous, ce qu'on vise, c'est pas un parti en particulier, parce qu'on considère que les urnes, en l'état actuel des médias mainstream, c'est plutôt comme disait, je sais plus Coluche ou qui, c'est un piège à con, quoi, les élections piège à con, quoi. C'est-à-dire que Asselineau le démontre, c'est pas pour le citer, parce qu'il a aussi également sans doute plein de défauts par ailleurs. Asselineau, dans une de ses conférences, explique que lors des dernières élections, l'ordre d'arrivée des candidats à l'élection correspondait exactement au temps d'antenne cumulé de chaque personne. C'est-à-dire que c'est Hollande qui avait le plus de temps d'antenne, et comme ça, ainsi de suite, jusqu'au dernier. Voilà. Tout à fait, c'est vrai. Et pire que ça, c'est-à-dire que quand on étudiait les intentions de vote, au moment où, je ne sais pas si vous vous souvenez, Bayrou était au-dessus de Marine Le Pen et de Mélenchon. Il était au-dessus à un moment dans la campagne, et après il est passé en dessous. Et bien au niveau des intentions de vote, ça a suivi. C'est-à-dire qu'il était au-dessus, hop, il est passé en dessous. Donc ça correspond, il y a quand même une grande influence. Alors après, il ne faut pas être non plus... il y a certains sujets, par exemple comme la Constitution européenne, ou les c'est-à-dire on vit dans une médiacratie, mais ça ne fonctionne pas tous les jours. Voilà, c'est-à-dire des fois, la propagande ne prend pas comme c'est vrai que la Constitution européenne, c'est un bon exemple. C'est un contre-exemple, voilà. Donc on n'est pas un manichéen, mais c'est vrai que les médias ont une grande importance, et on le voit notamment lors des élections présidentielles, où un candidat qui vient de nulle part, s'il n'est pas choyé par les médias, il n'a aucune chance, quoi. Et donc c'est une élection, comme on dit, à plusieurs tours, et on croit que c'est à 2 tours, mais en fait les médias c'est un 3e tour, parce que si on n'est pas sélectionné par les médias, on n'a aucune chance. Et il y a les maires également qui donnent leur accord, donc c'est une élection finalement à 4 tours. Donc on ne vit pas vraiment dans une démocratie, donc c'est vrai que c'est très difficile de soutenir un parti. Nous, on n'en soutient aucun en particulier. Par contre, on se méfie beaucoup, évidemment, de l'UMP et du PS, parce qu'on a vu Sarkozy et Hollande, franchement, on a eu les 2 pires présidents de la 5ème République, de loin, je crois. Chacun dans son style. Quoique, il y en a eu beaucoup qui avaient des défauts, des gros défauts. Mais alors là, Sarkozy et Hollande, on a touché le fond, vraiment, quoi. Et donc c'est pour ça que j'étais très déçu d'ailleurs de l'interview, je l'ai pas dit trop pendant l'interview de Jour de colère, de l'organisatrice, une interview audio que j'ai faite. Mais quand elle me dit oui, Sarkozy, on aurait pu manifester contre lui s'il avait fait des choses aussi graves. Pour moi, il a fait des choses aussi graves que Hollande. Oui, moi aussi, je pense. Voilà, donc l'UMP et le PS. Le FN et le Front de Gauche, pour moi, c'est 2 partis miroirs. Et voilà, c'est des épouvantails qu'on s'entend, qui sont là pour canaliser un certain mécontentement. Mais c'est pas des partis qui sont destinés à arriver au pouvoir. Voilà, par un jeu mathématique, tout simplement, parce que quel que soit le candidat qu'ils ont en face, mathématiquement, le candidat en face va... Il y a un mec au FN qui est en train de monter en ce moment, dont on parle beaucoup, c'est Philippot. Il a marqué des points quand même récemment. Il a fait un débat contre Valls, où il a été assez magistral. Je ne sais pas si tu as vu ce débat. Oui, mais c'est surtout que la personne en face était mauvaise. Bon, après, on peut trouver que Philippot était particulièrement brillant. Moi, il m'a amusé quand il a parlé il a fait allusion quand même. Je suis intérieurement attaché à la France. Voilà. Quand même, monsieur Valls. Bon, il l'a placé. Non mais, tu sais pourquoi cette séquence, dans cette séquence, je vais te dire franchement, ce que je trouve le plus extraordinaire, c'est pourquoi je trouve que ça, en tout cas, c'est l'honneur de Philippot. C'est parce que dans cette pièce, qui est quand même pleine de monde, les 2 seules personnes qui comprennent quelque chose à ce qui est en train de se passer, c'est Philippot et Valls. Pujadas, c'est complètement à l'ouest. Il ne sait même pas que là, il tient une énorme vidéo qui est une pépite qui va tourner des milliards de fois sur Internet. Il le sait même pas. C'est complètement fou, quoi, tu vois, pour dire que ces mecs-là sont quand même complètement décalés. Et finalement, le moins décalé de tous, c'est Philippot, pour avoir sorti ça dans ce contexte-là. Et c'est en ça que je dis, le mec, il a laissé une espèce de message subliminal en disant
je suis connecté à la résistance, je sais ce qui se passe, en fait, je comprends ce qui se passe. Oui, mais pour moi, d'après ma compréhension du Front National, ça reste une usurpation. C'est-à-dire qu'effectivement, il a beau jeu, puisque Valls est devenu une caricature de Sarkozy, qui lui-même était une caricature de je ne sais quoi. Finalement, Philippot a beau jeu de paraître un modéré. Parce que finalement, on accusait beaucoup le Front National pour ses dérapages verbaux, mais il y en a eu beaucoup à droite, et mais il y en a eu Mais même aussi à gauche, bien sûr. Mais c'est jamais mis en avant. C'est le Blanco, par certains. Oui. Bah, il lui ressort d'ailleurs, qui lui dit que c'est proprement raciste. Il a même placé du Elisabeth Lévy dedans. Parce que tu sais, il lui ressort, il lui dit mais il y a trop de quoi, monsieur Valls, il y a trop de quoi. Non, il a vraiment, il a fait son show. Je te dis, il a été énorme parce qu'il a fait son show. Pour moi, après, le programme du Front National reste un programme qui pour moi, n'est pas un bon programme, puisque pour moi, la démocratie est malade, et le Front National ne propose pas dans son programme de guérir, entre guillemets, la démocratie. Oui, il propose même pas de sortir de l'Union Européenne, hein, tu sais. Voilà, donc sur de nombreux points. Encore que, j'ai entendu une interview de Philippot où maintenant il parle de faire un référendum. Après le virage social de Marine Le Pen, après on peut y croire, on peut ne pas y croire. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de sincère ou pas ? Je pense que l'arrivée de Philippot et son rôle au Front National, c'est un peu ça. C'est de ramener le côté social. Elle a définitivement opté, en tout cas, pour que le Front National soit un parti à vocation, en tout cas, à ramener les classes populaires, quoi. C'est un parti populaire. Et pas du tout un parti d'élite. Justement, après, j'ai presque envie de dire même un parti qui se veut anti-élite. Même si, évidemment, la famille Le Pen fait partie d'une forme d'élite, quand même, quelque part. Et après, il y a aussi toute la dimension, le rapport à l'islam. C'est-à-dire que, pour moi, l'islam a besoin, aujourd'hui, l'islam de France a besoin d'être aimé, en tout cas, de ressentir un certain amour de la part des élites. Enfin, du peuple, mais ça, il le ressent déjà. Il y a quelqu'un qui nous disait sur le chat, une fois, il y a eu une discussion comme ça dans une émission sur Marine Le Pen, et il y en a qui nous disait, Marine Le Pen, il suffirait qu'elle fasse 2-3 déclarations en disant non, qu'elle n'a rien contre les musulmans, que machin, et elle arriverait à mettre tous les musulmans dans sa poche. Il nous disait ça. C'est-à-dire que quand je parlais d'amour, le mot était peut-être un peu fort. Allez, non, il est bien choisi peut-être. Mais comme il y a eu tellement de désamour par le passé, voilà, exactement. Il faut un peu de pommade. C'est pas de la pommade pour dire on va vous en mettre tout le temps, mais c'est pour vous dire non, mais vous êtes français, vous apportez effectivement beaucoup à la République, et ceux qui foutent la merde chez vous, c'est une minorité, comme il y en a une minorité partout qui fout la merde, et donc il faut appeler un chat, c'est jamais la majorité silencieuse qui, elle, fait ce qu'il faut, est respectueuse, est pacifique, et travailleuse. Justement, je voulais parler tu sais, à cette manif du 26 janvier, moi ce que j'ai vu quand même, quelque chose que j'avais jamais vu en France, faut le dire, des mecs de banlieue, des banlieusards, un public banlieusard classique, donc quand on dit banlieusard classique, ça veut dire ethniquement très mélangé, etc., qui revendiquaient des drapeaux français et chantaient la Marseillaise. Moi, j'avais jamais vu ça, à part en 1998, à la Coupe du Monde. Mais bon, la Coupe du Monde, c'était particulier. Après, avec le public de Diodo dans les tribunaux, ça se chante aussi. Oui. Et voilà, oui, ça fait plaisir. C'est sûr qu'il y a aussi une majorité de gens qui sont conscients aussi, de plus en plus. Des gens qui, quand ils regardent la télé, ils le regardent avec un œil averti. En tout cas, ils prennent pas tout pour argent comptant. Il y en a qui gobent tout, il y en a qui prennent que les émissions de divertissement, mais il y en a quand même aussi qui réfléchissent. Il y en a de plus en plus qui vont sur Internet pour rechercher de l'information. C'est ça, mais c'est ça que ça veut dire, parce que quand on voit ce résultat-là, ça ne peut être que le contre-résultat de la culture qui est propagandée. Donc ça veut dire que c'est le résultat d'Internet, de voir ce résultat-là. Mais à partir du moment où les médias sont une caricature d'eux-mêmes, quand on voit par exemple comment les politiques, dans leur ensemble, et les médias dans leur ensemble, le mainstream, ont caricaturé l'histoire de la quenelle. C'est presque une blague, ceux qui connaissent, ça fait déjà tous ceux qui connaissent vraiment l'histoire de la quenelle, ils disent, ces gens ont complètement perdu la notion de réalité. Déliré, avec le salut nazi inversé, le machin, les mecs étaient complètement en délire. Nous, par rapport à l'interview avec Ariel Wiesman, on a eu des réactions de gens qui nous ont dit, bon, vous n'aurez pas dû y aller, mais on n'a pas eu de gens qui nous ont dit, vous êtes antisémite, ou voilà. Non, il y a des gens qui ne nous connaissaient pas, qui nous ont connus grâce à Canal+, qui ont bien vu que c'était bidonné de la part de Canal+, qui ont eu la curiosité de venir voir. Il y a peut-être des centaines de personnes qui ont été voir, qui nous ont rien dit, mais en tout cas il y a des dizaines de personnes qui nous ont écrit. Il n'y a eu aucun message négatif.
voilà, il y a eu des commentaires de gens, c'est leur droit, ils ont peut-être raison, qui m'ont dit voilà, t'aurais pas dû y aller ou t'aurais dû mieux parler, parce que c'est clair que bon, je suis pas expérimenté, hein, je me fais rarement interviewer, il y a eu 2-3 médias, dont Canal+, et dont Les Inrecuptibles. Oui, à l'époque, vous avez fait un article, je me souviens, Les Inrecuptibles. Qui nous avaient traité de... Pas eux-mêmes directement, mais ils avaient cité en fait Rudi Reichstadt de Conspiracy Watch, qui disait que nous faisions partie de la complosphère. La complosphère, voilà. C'est toujours des termes, des néologismes. Oui, voilà, ils ont tout un vocabulaire, voilà, de 9 langues d'ailleurs qu'il faut débunker. Hein, il faut absolument débunker d'ailleurs ce vocabulaire. Exactement. C'est toujours des oxymores, voilà, un peu de façon comme rouge-brun, tu vois. Rouge-brun, voilà, t'es à la fois extrême droite, à la fois extrême gauche. Ouais, comme ils savent pas, hop, voilà, ils te comme ça. On sait pas, t'es un rasta nazi. Ils inventent des noms, non. Alors là, il y a des... Bonsoir à tous les négationnistes du fatalisme pour tous. Voilà, ça c'est Cassius Ali. Salut à toi, Cassius Ali. Bonsoir les métanautes et toute l'équipe, et je vous encourage dans votre travail qui est formidable. C'est Cannabiculteur. Ah bon, tu vois, on a des références. Hein, Cannabiculteur, ça sonne très bien, tu vois, voilà. Voilà un beau néologisme. Bonsoir à l'équipe du Cercle. Voici ma question. Ne pensez-vous pas que votre slogan prête à confusion? Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et celui de Marine Le Pen, unis les Français sont invincibles. Ce logo d'ailleurs ressemble étrangement à celui de Roundtable française. Alors ça, je l'ignorais, que c'était si proche. Alors moi par contre, ce qui nous est arrivé, c'est de remarquer qu'à une université du PS, c'était en septembre je crois, ils ont repris notre slogan « Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise ». D'accord. Donc c'est pour ça qu'on l'a protégé aussi, c'est pas pour faire du business avec, mais c'est tout simplement pour pas qu'il soit repris par des gens avec qui on est profondément en désaccord, quoi. Voilà, donc je pense pas qu'il y ait d'ambiguïté dans notre bouche, parce que déjà on parle, eux il avait mis CEUX, ceux qui nous divisent, c'est-à-dire les gens d'extrême droite qui nous divisent. Ça, c'était le PS l'avait écrit comme ça, en sous-entendant ça, par rapport à la République qui était en danger. D'accord, à l'époque, déjà. Menelvas en mois d'août avait déjà ciblé Soral et Dieudonné, c'était le début de la guerre, là, qu'il avait déclaré la guerre, hein, on avait bien compris. Hein, et en septembre, donc, ils ont fait la chasse, effectivement, donc la chasse aux ennemis de la République, donc chasse à la quenelle. Ceux qui nous unissent est plus fort que ceux, CEUX qui nous divisent. Alors que chez nous, c'est ceux, c'est eux. C'est-à-dire que l'ennemi, ça, il peut être partout, il peut même... Je dirais que le premier ennemi, c'est l'ennemi intérieur. C'est-à-dire que si on veut changer le monde et qu'on est incapable de se changer soi-même, on va pas aller bien loin. Ouais, c'est vrai. On l'a fait, on l'a expérimenté même nous deux. On a essayé de travailler ensemble et c'est pas facile. Ouais. Voilà, et pourtant on est là aujourd'hui, on a surmonté toutes les difficultés. Mais j'aurais pu dire la même chose avec Solène qui n'est pas là ce soir. Voilà, on sait aller au-delà des difficultés, aller au-delà des égos, parce que, non pas au nom d'une mission divine, mais au nom tout simplement d'un engagement citoyen, parce que puisqu'on n'aime pas trop le monde dans lequel on est, eh ben, on essaie de le changer. Voilà, et pour changer, il faut s'accepter soi-même, il faut accepter les autres, il faut changer un petit peu le regard qu'on a sur les autres. Et il faut avoir une certaine ouverture d'esprit. Donc ce qui nous unit, nous, au Cercle des Volontaires, déjà, c'est notre francophonie, déjà, c'est un peu bête de le dire, mais on parle tous français. Donc on n'est pas tous français, hein. Il y a des Belges, il y a des gens, il y a des expats dans plein de pays. Là, encore, il y a eu quelqu'un qui nous a rejoint qui est camerounais à Dubaï. Voilà, et on nous demande d'ailleurs, faut-il faire des articles ou des vidéos pour être membre du Cercle des Volontaires? Je dirais que non, il y a plusieurs manières de nous soutenir. Bon, il y en a une, c'est bien sûr, c'est de faire un don ou même carrément d'adhérer à l'association, ça c'est nous soutenir financièrement. Après nous rejoindre, effectivement, nous on a besoin toujours de nouveaux rédacteurs ou de gens qui nous aident pour les équipes vidéo, mais ça peut être dans le domaine juridique, dans le domaine graphique, ça peut être dans le domaine de la photo, ça peut être dans plein de domaines différents, dans le domaine informatique. On a toujours besoin de gens, de nouveaux talents. Ça peut être voilà, pour faire des voix off, pour être en manif, pour être sur le terrain, ça peut être pour plein de choses différentes. Bon, c'est vrai qu'on cherche plutôt des gens proactifs, mais bon, on essaie de s'organiser pour que les choses se fassent d'elles-mêmes aussi. Voilà, avec un petit peu d'encadrement. Nous, on a une structure qui est ni pyramidale ni horizontale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un chef qui décide de tout, mais il n'y a pas non plus zéro organisation. Donc, voilà, c'est une sorte de cercle. Avec des gens qui sont plus ou moins au milieu, familial. Familial, voilà, rentre qui veut. Et on n'est pas très sectaire. Par contre, voilà, ce qu'on demande, c'est en plus de la francophonie, c'est de l'ouverture d'esprit. Voilà, si on est de gauche et qu'on est ouvert, il n'y a pas de souci. Si on est de droite et qu'on est ouvert, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, la plupart des gens se situent ni à gauche ni à droite, en vérité, chez nous. Mais il y en a qui sont même des gens très de gauche, qui ont même des idées voilà, plutôt gauche internationalistes.
ou internationales. Et pour autant, notre cocarde ne les a pas choqués, ils sont prêts à discuter. Voilà.